Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 19 janvier 2025. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, dans le segment Dis-moi ce que tu lis, je reçois Martine Cadieux, passionnée de lecture et leader pédagogique en littératie au Nouveau-Brunswick. On retrouve également Mathilde Routy, précieuse collaboratrice, qui nous livre la première de ses chroniques, une réflexion à propos de notre propre rapport à l'écriture et au récit. Et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités rares. Mais d'abord, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois un duo d'auteurs, des complices d'expérience, l'auteure et illustratrice Marie-Louise Gay et l'éditrice, auteure et traductrice Carole Tremblay. C'est l'auteur et BDiste Guillaume Demers qui assure la chronique Tribune littéraire de grandes personnes. Il nous parle de 2 ouvrages pour adolescents de Jacques Lazur. Encore une fois, vraiment tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir 2 créatrices du monde littéraire québécois, l'illustratrice et auteure Marie-Louise Gay et l'éditrice, auteure et traductrice Carole Tremblay. Bonjour à vous deux. Bienvenue à Imagemo à voix haute. Bonjour. Bonjour. Et c'est un plaisir. Je vous présente rapidement aux auditeurs et rapidement. Je vais essayer de faire ça rapidement. Aux auditeurs et aux auditrices en débutant, si vous voulez bien. Marie-Louise Gay, vous êtes née à Québec. Vous avez voyagé beaucoup pendant votre enfance. Votre famille a déménagé au moins 10 fois dans différentes provinces du Canada avant que vous ayez atteint l'âge de 12 ans. Ça, c'est un record. Le dessin n'a pas été votre premier moyen d'expression puisque vous racontez dans votre bio sur votre site que vous avez échoué à votre cours d'art en 3e année. Ça me scie les genoux qu'on puisse échouer à un cours d'art en 3e année. À l'âge de 9 ans, vous avez... Je faisais pas les travaux. Non, c'est ça. Elle devait tricher. J'étais juste à Nantes. À l'âge de 9 ans, vous avez plutôt joué au théâtre et dans des séries télévisées, mais votre carrière s'est interrompue suite à un autre déménagement. Adolescente, vous vous ennuyiez à l'école, mais vous aimiez lire. Et c'est là que vous vous êtes mise à dessiner des personnages bizarres et loufoques dans vos cahiers. Vous avez étudié le graphisme à l'Institut des arts graphiques de Montréal, puis l'animation à l'École du Musée des Beaux-Arts et ensuite à l'Academy of Art College de San Francisco. Vous avez été illustratrice éditoriale, directrice artistique et directrice de production en édition. Vous avez créé des illustrations pour des affiches, des manuels scolaires, des vêtements. Vous avez enseigné à l'Université de Montréal. Vous avez créé des décors pour un film d'animation à l'ONF, écrit 3 pièces de théâtre pour enfants, en plus d'en concevoir les marionnettes, les costumes, les décors. Et vous avez aussi écrit et illustré, plus de 60 livres pour enfants. Et vos personnages sont connus et facilement reconnaissables, surtout les enfants, leurs traits arrondis, qu'on pense à Stella, à Sacha, son frère, à Lily et à Mustapha. Vous dites que vous êtes un jour tombée amoureuse du livre pour enfants et que ça a été pour vous un coup de foudre. Qu'est-ce qui a provoqué ce coup de foudre et qu'est-ce que ça a été votre premier livre? Alors, comme je faisais justement de l'illustration éditoriale, des petites bandes dessinées, c'est mes premiers jobs, là, c'était vraiment ça. J'adorais illustrer, mais on m'a approché et justement, peut-être qu'on en parlera plus tard, Bertrand Gauthier des éditions du Tamanoir m'a approché et m'a demandé d'illustrer un de ses textes pour enfants et j'avais jamais pensé à ça, de faire ça. Ah, et oui. pourtant, moi qui ai lu des millions de livres pour enfants, non, je pensais pas à ça. Et donc, je reçois ce texte et je me mets à l'illustrer, c'est-à-dire à créer un paysage, des personnages que lui ne décrivait pas nécessairement dans le livre. Alors moi, je devais les créer de toutes pièces et de suivre cette histoire de page en page. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire de pouvoir
visualiser tout un Comme monde. donner vie, hein? Oui, Ouais. et voilà, à des mots, et donc ajouter et enrichir peut-être un Ouais, texte ouais. pour enfants. Et qu'est-ce que c'était, ce texte de Bertrand? Alors, Gauthier? c'était Où il va. Le premier, c'était Où il va. Mhm. Il a fait 3 livres, Où Ouais. il va, d'où il vient, Ouais. et vers lui. Quel jeu de mots, ouais. C'est ça. Et suite à ces livres illustrés, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Oui. Je peux essayer Ouais. d'écrire un livre moi-même. Et le premier livre que j'ai écrit, c'était finalement pour me sortir un peu de la difficulté d'écrire une histoire. Je n'avais jamais fait ça. Mhm. J'ai écrit et illustré un chiffrier. OK. Donc, qui s'appelait De 0 à minuit. Livre maintenant épuisé depuis très longtemps. Mais quand même, alors avec beaucoup de fantaisie, c'était de la poésie sur chaque chiffre Ah oui. qui est un personnage dans le livre. Alors, c'est mon premier. Par contre, quand j'ai vu cette question ou j'ai entendu cette question, je me suis dit, c'est La Sœur de Robert, mon premier livre. Oui, oui, Parce oui. que là, c'est là où moi, je me suis éclatée dans l'histoire, Oui. que j'ai créé des personnages, que j'ai vraiment inventé. Bon, j'ai inventé dans la poésie et dans les chiffres, mais là, une Oui, oui, histoire. ça, c'était une Oui. fiction aussi. C'est ça, voilà. Un récit. Voilà. Merci. Carole Tremblay, vous êtes née, vous, à Montréal. Vous avez d'abord obtenu un bac en art dramatique à l'UQAM, exercé divers métiers, dont celui de comédienne, de libraire. Brièvement, mais quand même. Et d'aide bibliothécaire à la Ville de Montréal. Vous êtes ensuite consacrée au travail d'écriture, aux romans et aux albums jeunesse. C'est par votre travail en bibliothèque municipale que vous avez commencé à vous intéresser à la littérature jeunesse. Qu'on m'avait confié la section. Jeunesse. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est la plus belle section, on peut le dire. Vous avez aussi écrit des comédies de situation pour les théâtres d'été au Québec. Vous avez mis votre plume au service d'émissions de télé pour enfants et vous avez collaboré au Devoir à titre de critique littéraire jeunesse. Parmi la 60aine de livres que vous avez écrits et publiés, plusieurs ont fait partie à de nombreuses reprises du palmarès Communication jeunesse des livres préférés des jeunes. Je m'en ennuie d'ailleurs de ce palmarès. Oui, hein? Ben oui, oui. c'est dommage que ce soit arrêté. Exactement, je suis d'accord avec ça, moi. Et vous avez aussi fait carrière dans l'édition, notamment chez Imagine, Bayard Canada et Dominique et compagnie. Et vous êtes actuellement éditrice littérature jeunesse à la courte échelle. En 2023, votre travail d'autrice et d'éditrice vous a valu le prix Raymond Plante. Félicitations. Merci. Puis j'étais très touchée parce que Raymond Plante, c'était mon premier éditeur. Tout à fait. Oui, Oui, hein? chez Boréal. C'est quelqu'un qu'on admirait beaucoup. Oui, tout à fait. Et puis le dernier des raisins, c'était un des livres qui m'a beaucoup marqué. Oui, hein? Qui vous a influencé. Qui m'a donné envie d'écrire. Oui, oui. Alors, voilà. Et votre premier livre, Carole, c'est le roman pour ados « La douce revanche de Madame Thibodeau », qui a été publié en 92 chez Gallimard. Pourquoi chez une maison d'édition française plutôt que québécoise? En fait, j'ai jamais vraiment décidé ça. C'était pas une volonté au départ. OK, c'est pas un choix. C'est pas un choix parce qu'à l'époque, en fait, si on remonte à plus de 30 ans, il n'y avait pas autant de maisons d'édition qu'il y en a maintenant. Non. Il n'y avait pas de collection pour ados. C'est une collection qui était un peu jeune adulte. Comme je travaillais en librairie, en fait, je travaillais mi-temps en bibliothèque, mi-temps en librairie. OK. Je travaillais à cette époque à la librairie Gallimard. Ah oui? Oui. Donc, je connaissais beaucoup les collections jeunesse étrangères et même ici. Mais bon, tout ça pour dire que quand j'ai écrit ce roman-là, j'ai voulu le faire publier au Québec. Oui. C'était mon premier réflexe. Mais je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Mais il n'y avait pas de maison d'édition qui faisait ce groupe d'âge Qui visait cette les ados, clientèle-là. à cette époque-là, adolescents, ça finissait à 12 ans à peu près. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de roman pour adolescents. Et je connaissais cette collection-là qui s'appelait Page Blanche, qui n'existe plus maintenant, et qui, eux, visaient un public d'adolescents, jeunes adultes. Donc, je me suis dit, gars, Pourquoi pas? pourquoi pas? En fait, Envoyer j'y croyais ça pas chez vraiment, là, Gallimard, mais ouais. je me suis dit, bon, j'ai été refusée ici. C'est mon premier, donc avant de renoncer complètement, je me suis dit, bon, si je ne le fais pas publier après, peut-être que j'écrirai plus jamais, je vais au moins essayer. Donc, je l'ai envoyé chez Gallimard. En fait, je ne l'ai même pas envoyé par la poste, j'ai envoyé une amie qui habite à Paris. OK. Qui, elle, est allée le porter? Qui est allée le porter. Ah, wow. Oui. Puis j'ai dit, regarde, en fait, c'est comme ça que ça a marché. J'ai dit à mon amie Louise, lis-le. Si tu trouves que c'est assez bon, on va le porter. Envoie-le, on va le porter. Et elle l'a lu, elle est allée le porter. 6 mois après, elle m'appelle à Montréal, puis elle me dit, puis, as-tu eu des nouvelles? J'ai dit non. Oh. Je dis, ils ont dû trouver ça tellement plate qu'ils n'ont même pas pensé à me faire un accusé de réception. Uh-huh. Elle dit,
les appelés, moi. OK, d'accord. Elle fait le suivi. Oui. Alors, elle les a appelés. Ils ont dit, on n'a jamais reçu ça. Elle a dit, écoutez, je suis allée le porter en main propre. D'accord. Donc, cherchez-le. Elle a le front de bœuf que moi, je n'ai pas. Puis, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et puis, genre, 2-3 semaines après, il y a un monsieur qui m'a téléphoné au petit matin, genre à 5 heures, qui avait oublié qu'il y avait un décalage horaire. C'est ça. Puis qui m'a dit, Madame Tremblay, oui. Belle surprise. Monsieur de Gallimard, on va vous publier. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Gallimard. Formidable. Super. Formidable début. Toutes les deux, mesdames, vous êtes citées dans le très bel ouvrage de Marie Fradette, l'anthologie Sur les traces de l'album québécois, qui est publié chez Comme des géants. Ça signifie, ça souligne l'importance de votre œuvre dans l'évolution de la littérature pour les enfants au Québec. Marie-Louise, on y mentionne notamment l'évolution de votre trait, qui était plutôt psychédélique au départ. C'était l'époque qui voulait ça. C'est comme ça qu'on le dit. C'était l'époque. Vraiment. Oui, c'était l'époque. On mentionne votre collaboration comme illustratrice à l'album D'où il vient, justement, signé par Bertrand Gauthier, publié aux éditions Le Tamanoir, et votre album La Sœur de Robert. On en parle, publié à la Courte Échelle, et on parle de Stella, Étoile de la mer, publié chez Dominique et compagnie. Marie-Louise, vous avez travaillé avec Bertrand Gauthier au Tamanoir. C'est devenu donc la Courte Échelle. Qu'est-ce qui vous a marqué de ces collaborations avec lui? Moi, j'étais très étonnée de rencontrer et qu'il m'appelle, Bertrand Gauthier, pour illustrer un livre. Mais je l'ai vraiment trouvé visionnaire. Oui. Parce que, justement, comme disait Carole tout à l'heure, à l'époque, il y avait peu de maisons d'édition qui, d'une part, se spécialisaient en livres pour enfants. Il n'y en avait pas. C'est la seule. Hein? C'était la seule. Alors lui, il l'a créé. Il a créé donc un monde où le livre pour enfants pouvait foisonner. Nous, ici au Québec, et dans le reste du Canada, c'est différent, mais ici au Québec, on était extrêmement influencés et on achetait, on lisait les livres de la France. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors donc, c'était ça. On avait accès à ça et quelques petites plaquettes, des contes classiques. Tante Lucille. Ben voilà. Oui. Des contes en noir et blanc et tout. Alors, Bertrand Gauthier est arrivé et il a imposé la culture québécoise. Ouais. Ces artistes québécois et leur a ouvert les portes, je crois, à une littérature absolument imaginaire, fantasque, qui dépassait même ce qu'on recevait de la France parce qu'on allait dans toutes les directions et on avait tellement d'illustrateurs et d'illustratrices qui avaient un talent nouveau, frais, original. Et d'ailleurs, ça se démarque entre le Québec et le rest of Canada, le reste du Canada. Le style d'illustration du Québec, on le reconnaît entre mille. Je ne parle pas juste du mien. Non. De tous les illustrateurs et illustratrices québécoises. Alors, donc, c'était vraiment, il y avait une vision et il a poussé cette vision. Il a ouvert des portes. Ouvert toutes sortes de portes et il a donné le pouvoir, je dirais, en quelque sorte, à tous ceux et toutes celles qui travaillaient à la maison d'édition d'aller plus loin. On le salue. Mais oui, mais c'est ça, c'était vraiment un visionnaire parce que il n'y avait pas, en fait, d'illustrateurs jeunesse québécois. Non. Il n'y avait pas de tradition d'illustration jeunesse. Et lui, il fallait qu'il identifie des illustrateurs qui faisaient un autre métier comme toi, comme Roger Paris qui travaillait à Radio-Canada, qui se disent peut-être que lui ou elle pourrait faire de l'illustration jeunesse. Et c'était pareil pour les auteurs. Il n'existait pas une grosse tradition. Il y avait quelques auteurs qui écrivaient, mais pour les jeunes, mais très peu. Il fallait qu'il identifie encore là des gens qui seraient potentiellement capables d'écrire pour les jeunes, puis qui fassent ces démarches-là pour aller les chercher. Donc, il leur a donné une place. Puis il a créé une tradition. Il a créé une tradition de... Tout à fait. Et c'est ça. Et la preuve, c'est que le Tamanoir est devenu la Courte Échelle. Et madame ici, en fait, éditrice à la Courte Échelle. Et moi, j'ai travaillé et pour le Tamanoir et pour la Courte Échelle. Alors, c'est comme... Alors, donnons la place à madame ici de la Courte Échelle. Carole, vous êtes mentionnée dans cette anthologie, entre autres pour Roméo, l'horreur romantique, illustré par Dominique Jolin, publié chez Dominique et compagnie. Ça, c'est un livre qui revisite, moi, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, qui revisite un conte classique bien connu et l'univers de Shakespeare avec humour. C'est pas un conte classique, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, tout à fait. Ben oui, les jeux de mots, Roméo et Juliette, ces personnages de rats attachants. Carole, en plus d'être auteur, vous
vous êtes maintenant, on l'a dit, éditrice à la courte échelle. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous, d'être citée dans cette anthologie sur la pop québécoise? C'est sûr que c'est très flatteur. Je suis contente, j'étais vraiment très contente d'en faire partie. Mais en même temps, comme j'étais là depuis... je sais pas que je m'attendais à y être tant que ça, là, mais je dirais, j'étais quand même... Je fais partie, ça fait 30 ans que je suis là. J'ai fait partie, j'étais dans les 3 premiers, j'ai publié dans les 3 premiers albums chez 400 coups, quand ils ont démarré 400 coups. Roméo, Laura Romantique fait partie des premiers livres qui ont été publiés dans la collection Dominique et compagnie. Oui, tout à fait. Chez Aux 400 coups confisqués. C'était non Cruellina. Oui, tout à fait. Donc, j'étais là dans les premières maisons, les premiers titres, fait que c'est plus une histoire d'ancienneté. Et de talent, disons-le, et de talent. Vous avez collaboré toutes les deux, l'une avec l'autre, sur la série Melville et Marisha, publiée chez Dominique et compagnie, que signe James Howe, dont vous avez fait les illustrations, Marie-Louise, et Carole, vous l'avez traduit. Travailler sur un projet commun, ça nous amène à mieux nous connaître l'une l'autre. Qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir sur ou de chacune d'entre vous? Laquelle commence, Carole? Sur Marie-Louise? Je peux dire, en fait, on a commencé à travailler ensemble sur cette série-là. J'ai fait une autre traduction après, mais on a surtout travaillé ensemble après. Quand Marie-Louise, elle écrit ses textes en anglais au départ. Ouais. Pas toujours. Mais... Non, mais ils sont publiés en anglais. Oui, ils sont publiés en anglais au départ. Okay. Et ensuite, je réécris vraiment le texte en français. Okay? D'accord. Donc, oui, c'est ça. Ben là, je t'ai coupé la parole. Non, mais je voulais que tu continues. Alors, d'accord. Je pensais à la POC. Je voudrais dire que pour moi, ça a été une joie de travailler. Hein? Et là, on a fait encore un livre l'an dernier ensemble, où c'est-à-dire que moi, j'ai mon texte français là, et voilà que Carole devient mon éditrice. Elle s'immisce dans mon texte très délicatement, me donne des pistes à suivre, sans être... sans imposer. Sans me dire, ben peut-être, as-tu pensé à ça? Ou peut-être qu'on pourra aller là. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment un travail de dentelle, ça, d'arriver à ne pas offusquer l'auteur. Je me disais, ben là, ça vaut rien. Ben, c'est le talent. C'est vraiment le talent que moi, j'ai découvert. Et donc, j'exige toujours que ce soit elle qui revise et retravaille mes textes. Même si je suis plus maintenant chez Dominique et compagnie. Et voilà. Mais pour moi, c'est toujours un plaisir à chaque fois de replonger dans l'univers. Parce que là, on ne fait pas juste le lire, il faut que je plonge dedans, je regarde les illustrations en profondeur, que je vois comment... Alors, le mot complice... C'est des nuances, là. Vous êtes des complices, toutes les deux, finalement. Ben moi, je trouve que oui. Franchement, parce que c'est de se reconnaître dans un travail comme ça, de voir quelqu'un qui arrive à s'ajuster au rythme, à la poésie, à la ludicité de mon travail. C'est ça. Il faut vraiment y aller, je sais pas, sur la pointe des pieds. Oui, il faut y aller délicatement. Parce que j'adore ton travail, Marie-Louise. Ça fait qu'à chaque fois, c'est toujours un plaisir de replonger dedans. OK. C'est une joie, ça. C'est ça. Oui. Ça va. Marie-Louise, certains de vos livres ont été inspirés par vos enfants, votre famille. Je pense entre autres à la série Voyage avec mes parents, les 5 romans de David Rommel, qui est aussi votre conjoint. En fait, ce sont des romans de vous deux. Hein? Oui. C'est publié chez Boréal. Vous les avez écrits à 4 mains et ce sont vos 2 mains qui les ont illustrés, ces livres-là. Heureusement. Je vais vous dire heureusement. Carole, vos enfants vous ont aussi inspiré, je pense aussi au livre de la collection Zèbre chez Bayard, Le mystère des jumelles Barnes, et à Destructotor, publié chez Dominique et compagnie. J'aimerais ça que vous nous racontiez toutes les deux, rapidement, parce qu'il nous reste vraiment peu de temps, un petit peu de la part du réel de ces inspirations dans ce que vous avez écrit. Ben, moi, je pense que j'ai été, inspirée par mes enfants. La question qui revient le plus souvent depuis que j'écris des livres et que j'illustre des livres, c'est est-ce que vous avez des enfants? Parce qu'on veut toujours savoir si les enfants nous influencent. Alors, moi, je réponds oui, j'en ai, mais quand j'ai commencé, j'en avais pas. Mm-hmm. Donc, pour moi, j'étais plus influencée par les enfants que je rencontrais dans des écoles, par toutes sortes de circonstances familiales et tout ça. Mais mes enfants, je pense, à partir du moment où j'ai eu des enfants,
font partie de tous mes livres. Pas seulement la série Voyage avec mes parents, que j'ai écrit avec David Homel, mais aussi Stella et Sacha. C'est un garçon et une fille. J'ai eu 2 garçons. Mais ça fait rien. Non. Ils sont dans ce livre-là. Mais moi aussi, j'y suis, par exemple. Oui, il y a un peu de nous, il y a un peu de nos enfants. Et Carole? Moi, c'est direct que mon fils s'appelle Victor, comme le personnage de Destructeur. Oui. Mon fils, quand il était petit, c'était une tornade. Chaque jour, il cassait quelque chose. Puis en fait, c'est Dominique Jolin, qui travaillait avec moi, qui m'a dit, mais elle m'appelait des fois le matin, puis aujourd'hui, c'est quoi? Il y avait toujours quelque chose. Il a bouché les toilettes, il y avait toujours... Elle avait dit, il est trop drôle, il faut t'écrire un livre qui raconte sa vie. Donc, j'ai fait l'histoire de Destructeur. Il y a plein d'éléments réels dans ce livre. Puis j'ai écrit un autre album qui s'appelle Bonne nuit Gabou. Ma fille s'appelle Gabrielle. Quand elle était petite, elle voulait jamais se coucher. C'était un combat chaque jour. Puis donc, cet album aussi est inspiré directement de ma fille. Donc, j'ai un livre pour chacun de mes enfants directement. Puis les autres, ben, c'est un peu de tout ce qui sont à travers. Il faudra vous réinviter, hein, parce que on viendra passer la semaine la prochaine fois. C'est ça, une bonne semaine. Mais en terminant, est-ce que vous avez pensé à cette tradition qu'on a à Imagémo, où on demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires? Marie-Louise, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Alors, moi, je veux dire, je pourrais vous en proposer 100. Oui, on n'a pas le temps. On en demande juste un. Vous en demandez juste un. Alors, j'ai décidé de prendre mon coup de cœur de 2024, qui a été publié. Et donc, c'est le livre de Béatrice Alemagna, Bertha et moi, qui est un livre sur la rencontre entre une petite fille et son bobo sur le genou. Oui, d'accord. Et Béatrice Alemagna, pour moi, est auteure et illustratrice qui se penche sur les détails les plus infimes de la vie des enfants. C'est superbe. Et Carole? Bon, moi, j'ai eu de la difficulté parce qu'en fait, tous les livres que je publie à la courte échelle, c'est des coups de cœur. J'ai choisi parce que c'est des coups de cœur, fait que j'avais pas le droit d'y prendre. Je me disais, j'ouvre un peu mes horizons. Donc, j'aurais mis tous les livres de la courte échelle. Mais cette année, un album qui m'a beaucoup amusé, c'est le dessin trop mignon de Roxane Brouillard et Caton. Oui. Parce que c'est pas un livre sur une thématique grave et c'est vraiment un délire c'est joyeux. C'est du délire, complètement, mais c'est très, très drôle. Je trouve que les enfants méritent beaucoup de délire. Oui, effectivement. Merci Marie-Louise Gay, merci Carole Tremblay pour cette rencontre. Merci de présenter aux enfants des univers où ils sont rois et reines. Merci de nous faire rêver, voyager, sourire, rire, de nous faire vivre des aventures, des enquêtes et des réalités parallèles par vos mots et par vos images. Au plaisir. Merci, au plaisir. Tribune littéraire de grandes personnes. Tout au long de la saison, des créateurs, des créatrices du monde littéraire assurent tour à tour cette chronique et partagent avec nous un coup de cœur, un livre jeunesse ou un genre qui les a marqués. Aujourd'hui, c'est l'auteur et BDiste Guillaume Demers qui investit cette tribune littéraire. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je vous présente Guillaume Demers. Vous êtes né dans un petit village appelé Parisville, au centre du Québec, et vous vous inventez des histoires depuis que vous êtes tout petit. Vous avez une formation en illustration, en enseignement des arts plastiques. Vous obtenez votre premier contrat de BDiste en intégrant l'équipe de Bulle, une BD de zombies québécoise. Ensuite, vous publiez votre premier livre en tant qu'auteur, Hipster le chat. Vient ensuite Jérémy a le cœur qui tourne, publié lui aussi chez Espoir en Cannes, et aussi les 3 tomes de la série Les Illuminés, publiés chez Les Ailés. Vous travaillez comme illustrateur pour plusieurs projets d'édition et vous enseignez également à l'école secondaire Cardinal-Roy à Québec, en plus d'y coordonner le programme Art-Études. C'est un plaisir de vous confier cette tribune littéraire. Guillaume, on vous écoute. C'est un plaisir partagé. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'un auteur coup de cœur, puis je vais pointer principalement 2 de ses livres. Cet auteur-là s'appelle Jacques Lazur, et les livres qui nous intéressent aujourd'hui sont ceux-ci, LLDDZ, qui a été publié en 2001, et Les Effacés, publié en 2020. Tous les 2 chez Soulière Éditeur. Donc, ces livres-là m'ont beaucoup intéressé. J'ai lu le premier comme jeune adulte, vieil adolescent, et le deuxième comme adulte plusieurs années plus tard. Ils m'ont intéressé parce que ce sont des livres dans lesquels, finalement, on flirte avec l'autofiction en même temps que le fantastique. Donc, je vais vous résumer en premier lieu le livre LLDDZ.
Donc, c'est l'histoire de l'auteur lui-même, Jacques Lazure, qui a mis la main sur un carnet d'écriture qui a appartenu à un adolescent qui s'appelle Alain Doric. Ce carnet d'écriture-là est venu dans ses mains suite à un voyage qu'il a fait où il est allé rencontrer cet Alain Doric-là qui était interné dans un hôpital, et c'est un carnet qui raconte son histoire lorsqu'il a été basculé dans un monde parallèle qui s'appelle LLDDZ et qui est une grande bibliothèque. Oh. Donc, on aurait retrouvé cet adolescent-là dans un coma profond sur un paquebot alors qu'il lisait une œuvre d'Edgar Allan Poe, le doigt sur une phrase bien précise, et aucun médecin n'arrivait à le réveiller. C'est ce coma-là, finalement, qu'il va raconter, où lui dit avoir été dans un univers parallèle. Donc, ce qui est super satisfaisant pour un lecteur qui aime le monde des auteurs, des bibliothèques, de la lecture, c'est que lorsque Alain Doric se retrouve prisonnier de ce monde parallèle-là, il est en fait dans l'univers des auteurs. Donc, chacune des salles qu'il va explorer dans cette grande bibliothèque-là est une salle qui reflète l'univers d'un auteur. Donc, je pense que ça va être un auteur qui l'a connu, qui l'a lu, qui concerne le fantastique. Et on va donc se promener à travers plusieurs univers fantastiques. Donc, quand on est un amoureux du genre, c'est très, très satisfaisant à lire. Et au milieu du livre, ce qui va se passer, c'est que on apprend que, dans le fond, Alain Doric voulait sortir de cet univers-là parce que s'il n'arrivait pas à sortir à temps, il pouvait en mourir de notre côté, dans notre monde à nous. Okay. Et lorsqu'il aurait sorti, en fait, il aurait pris une mauvaise sortie, il serait réapparu dans le corps d'une fille qui, elle, était aussi prisonnière en même temps que lui à LLDDZ. Donc, c'est cette jeune fille que Jacques Lazure, l'auteur, est allé voir à l'hôpital pour recevoir l'histoire d'Alain Doric. Et dans la deuxième partie du livre, donc, c'est l'auteur qui prend l'action en main et qui, lui, va tenter d'aller à la rescousse de ces gens-là vers LLDDZ. Donc, c'est un livre méta, si on peut dire, qui nous plonge dans une certaine mise en abîme, mais qui est vraiment intéressant parce que d'un côté, c'est une sorte d'autofiction, mais en même temps, on sait très bien qu'on est dans un univers fantastique. Il me reste quelques secondes pour vous parler de sa suite que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir l'automne dernier. Donc, Les Effacés. Cette fois-ci, c'est l'auteur qui attend dans une bibliothèque et qui va se faire apostropher par des anciens auteurs qui sont de plus en plus oubliés parce qu'ils ne sont plus lus de nos jours et qui lui donnent la mission finalement d'être remis sur la map. Donc, c'est une autre façon finalement de ramener le monde des auteurs chez nous et on est toujours dans un univers fantastique. Donc, ces deux livres ont été un énorme coup de cœur pour moi. Donc, des livres qui vont plaire aux adolescents, aux jeunes adultes, dans les deux cas. Merci, on va trouver les liens sur notre site. Merci Guillaume Demers d'avoir accepté notre invitation. On aura, je l'espère, encore d'autres occasions de vous lire au grand, grand plaisir. Restez avec nous. En deuxième partie d'émission, on rencontre Martine Cadieux, une passionnée de lecture, leader pédagogique du Nouveau-Brunswick, également youtubeuse de la boîte de Madame Martine. Mathilde Routy nous livre sa chronique et nous fait réfléchir à propos de notre rapport à la lecture et au récit. Et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Je m'appelle Juliane, j'ai 11 ans. J'aime lire des livres de Kazuo Kibuishi parce que c'est une série de BD avec beaucoup d'aventures et de suspense. Je m'appelle Ellie, j'ai 11 ans et j'aime lire Les yeux du dragon de Stephen King parce qu'il y a beaucoup d'intrigues et de suspense. Je m'appelle Nathan, j'ai 10 ans. J'aime lire des livres qui parlent d'enquête ou du genre fantasy comme Podkin le Brave. Il y a des combats, des choses fantastiques et des quêtes. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le segment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse. Aujourd'hui, je reçois virtuellement Martine Cadieux, directement du Nouveau-Brunswick. Bonjour, Martine. Bonjour Marie. Je vous présente rapidement Martine. Vous êtes agente ou leader pédagogique en littératie M5. Vous m'expliquerez ce que ça veut dire M5 tantôt. Pour le district scolaire francophone sud qui inclut notamment les villes de Moncton, Dieppe, Miramichi, Fredericton et Saint-Jean. C'est le plus grand district
de langue française au Nouveau-Brunswick. Et parce qu'on a des systèmes scolaires différents dans nos deux provinces, dites-moi, qu'est-ce que vous faites comme travail, comme agente ou comme leader pédagogique? C'est une bonne question. Alors, tout d'abord, moi, j'ai œuvré une douzaine d'années comme enseignante en salle de classe, surtout de première année. Oui. Et puis récemment, c'est ma deuxième année en tant que leader pédagogique en littératie. On peut dire aussi une agente, c'est un peu la même chose. Et puis, quand on dit M5, ça veut dire de la maternelle à la 5e année. Oh, OK. Et puis, notre rôle principalement, c'est de faire le pont entre la recherche de la science et la lecture à la salle de classe. On veut s'assurer de la mise en place des meilleures pratiques pédagogiques. Mm-hmm. Et puis, on offre entre autres beaucoup de formations, que ce soit aux directions d'école, à l'équipe d'accompagnement pédagogique du district, aux enseignants ressources, aux enseignants de salle de classe. On offre aussi un accompagnement personnalisé à nos alliés en littératie. Ça, ce sont des gens qui sont vraiment sur le terrain, qui vont faire du modelage, de l'accompagnement en salle de classe avec les enseignants et les élèves. On en a dans chacune de nos 30 écoles primaires. Alors vraiment, nous, notre but, notre objectif, c'est de s'assurer que tous les élèves aient le droit d'apprendre à lire, qu'ils réussissent à développer ces compétences de base-là essentielles pour devenir des citoyens qui contribuent à la société épanouie, qui puissent réaliser leur projet de vie et carrière. D'accord. Ben merci pour les précisions. Martine, vous avez une maîtrise en éducation de l'Université de Moncton. Vous avez enseigné, vous l'avez dit, pendant plus de 15 ans dans des écoles inclusives du milieu minoritaire du sud-est du Nouveau-Brunswick. En plus d'enseigner en France dans un programme d'échange, l'aménagement de votre classe était souvent cité comme modèle pour l'incitation à la lecture ainsi que pour l'expression individuelle. Pourquoi? Les livres et la littérature jeunesse ont toujours occupé une grande place dans ma vie et dans ma salle de classe, que ce soit physiquement, mais aussi dans ma planification. Donc, bien sûr, j'avais toujours une grande bibliothèque de livres variés. C'était toujours moi qu'on vient voir pour des suggestions de livres, pour présenter les nouveautés, tout ça. Mais aussi dans ma planification, où est-ce que peu importe la matière, je faisais beaucoup d'interdisciplinarité. Donc, que ce soit en mathématiques, en sciences humaines, en arts, en formation personnelle et sociale, je partais souvent ma leçon d'un livre de littérature jeunesse. Donc, c'était vraiment d'apporter la littérature dans les matières scolaires, mais aussi les matières scolaires dans la littératie. Donc, vraiment cette interdisciplinarité-là. Je faisais aussi les bouchées de culture ou les vitrines culturelles chaque vendredi où je présentais un artiste aux élèves et souvent c'était des auteurs ou des illustrateurs. On avait peut-être un auteur de la semaine qu'on présentait, on allait vraiment lire tous ses livres, essayer de découvrir son style, tout ça. On faisait des journées lecture quelques fois dans l'année où c'était vraiment une journée dédiée juste à la lecture. On est à l'école en pyjama avec nos doudous. Les élèves présentaient leurs livres coup de cœur aux autres. On faisait toutes sortes d'activités vraiment autour de la lecture pour la célébrer, là, que ce soit d'inviter les parents à venir lire. On invitait même des membres du personnel, que ce soit le concierge ou la dame de la cafétéria, à venir lire un livre aux élèves. Faire toutes sortes de jeux, d'activités pour montrer que la lecture, oui, c'est les livres, mais qu'aussi c'est important, c'est de la vie de tous les jours. C'était vraiment au centre de... Exactement. D'accord. Et vous avez créé la boîte de Madame Martine en 2013 pour partager des idées d'activités pour les enfants, des trucs, des ressources gratuites, des citations, des découvertes littéraires avec les parents et avec les enseignants. On peut, dans ces capsules-là, voir et vous lire. En fait, on peut vous voir sur YouTube et on peut vous lire sur Facebook, sur Instagram. Vous dites que cet outil a pris une expansion imprévisible en 2020. Pourquoi? De quelle manière? Ben, au début, en 2013, c'était vraiment juste pour partager. Moi, je suis une personne très créative, donc j'aimais vraiment partager mes idées de salle de classe. Donc, c'était vraiment juste sur les réseaux sociaux comme ça. Puis en 2020, eh bien, c'était la pandémie et le confinement. Et puis, quand c'est arrivé au mois de mars, j'étais à la maison en congé de maternité avec un bébé de 8 mois. Et pour ceux qui me connaissent, moi, je suis une personne très, très active, qui aime que ça bouge, qui a besoin de projets. Ça fait que là, tout d'un coup, de me retrouver confinée à la maison avec mon bébé, congé de maternité, j'avais pas de travail, je me roulais les pouces, puis je trouvais ça le temps long. Puis là, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux l'organisme Lire et faire lire Acadie invitait les gens à se filmer en lisant pour les enfants qui étaient alors privés d'école parce qu'il n'y avait pas d'école quand ça avait commencé. Fait que
je suis une enseignante, j'adore les livres. Je me suis dit, je vais faire ça. Ouais. Fait que j'en ai fait une première. Et la première heure du conte, c'était avec le livre Jardin de mots de Marie Cadieux, qui justement explique comment l'organisme Lire et faire lire est venu en Acadie. Et puis, dans cette première vidéo-là, à la fin, j'ai invité les enfants à lire un livre à leurs grands-parents par appel vidéo. Oui. Et puis, il y en a qui l'ont fait, puis ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont montré qu'ils l'avaient fait, puis là, les grands-parents étaient tous contents. Puis là, je dis, je vais en faire un autre. Puis là, de plus en plus, les enfants me suivaient, je recevais des messages. Donc, de fil en aiguille, c'est devenu une heure du conte quotidien. Donc, je le faisais à chaque jour pendant le confinement, du lundi au vendredi. Et puis, c'est comme ça que je me suis ramassée avec au-dessus d'une centaine d'heures du conte. Et puis là, une fois que le confinement est arrêté, je suis retournée travailler, j'avais un petit peu moins de temps, mais j'ai continué à en faire comme ça de temps à autre. Mais c'était vraiment un beau projet. Puis, je dirais que c'est ce moment-là qu'a vraiment... où j'ai vraiment senti que ma mission, mon rôle à moi, c'était vraiment de faire la promotion de la littératie, l'importance, l'amour de la lecture. Donc, j'ai vraiment embrassé ce rôle-là, puis j'essaie de le dégager le plus que je peux autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Ça fait partie intégrante de moi maintenant. Et ces heures du conte-là que vous animez sur votre chaîne YouTube, La boîte de Mme Martine, on peut toujours les retrouver encore. Oui, la plupart sont encore là. Il y en a quelques-uns que j'ai dû enlever parce que les ententes avec les maisons d'édition étaient juste pour le temps du confinement, mais la plupart sont encore là. Je suis rendue à 125 heures du conte là, jusqu'à date. Et si vous voulez, pour le plaisir des auditeurs et des auditrices, Martine, je vous propose qu'on écoute 2 extraits qu'on a choisis. Un conte d'abord, Le château qui puait trop, et ensuite un album ludique sur les insectes avec des rimes sous ma roche. On écoute ça. Bonjour mes princes et princesses et bienvenue à l'heure du conte avec Madame Martine. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Le château qui puait trop, écrit par l'autrice Katia Canciani, illustré par Anne-Marie Sirois des éditions Bouton d'Or Acadie. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Allons le découvrir. Il était une fois une princesse qui ne se lavait jamais. Ses parents découragés se désespéraient. Pourquoi leur fille se laissait-elle ainsi aller? Magiciens, docteurs et bonnes fées, ils les avaient tous consultés. Même malheur des malheurs, aucun d'eux ne savait comment la traiter. À l'autre bout du royaume habitait un prince charmant, mais têtu qui ne se lavait jamais lui non plus. Bonjour mes petits cœurs et bienvenue à l'heure du conte avec Madame Martine. Aujourd'hui, j'ai choisi pour toi le livre intitulé « Sous ma roche » de l'autrice Chantal Duguay-Mallet. Des illustrations sont de Danica Bryan des éditions Bouton d'Or Acadie. Qu'est-ce que tu vois sur la page couverture du livre? Le petit garçon qui tire la langue. Tire-moi ta langue. Et qu'est-ce qu'il y a sous la roche? On va aller lire le livre pour le découvrir. Dans ce livre ici, tu vas sûrement apprendre des nouveaux noms d'insectes et on va travailler les rimes. Est-ce que tu sais c'est quoi, les rimes? C'est lorsque 2 mots terminent par le même son. Par exemple, cochon et bouton. Écoute bien. Cochon, on, bouton, on. Ça termine par le même son, le son on. Allons-y. C'est vraiment délicieux, ces heures du conte que vous proposez, Martine. Et puisque c'est disponible sur votre chaîne YouTube, qu'on peut aussi donc les visionner, moi, je mentionne que vous accordez une attention toute particulière à chacun des livres que vous présentez. Vous étiez à l'extérieur pour Sous ma roche, avec un décor champêtre de nature derrière vous. Vous portiez un costume de princesse et un maquillage qui vous faisait un visage tout sale pour la princesse, le château qui puait trop. Et dans tous les cas, vous adaptez vos interventions au contenu du livre, vous questionnez les petits lecteurs, vous proposez des activités complémentaires. Est-ce que c'est le cas pour chacune des heures du conte que vous proposez?
Oui, les livres n'ont pas été choisis au hasard. Quand j'ai commencé, je choisissais les livres que j'avais chez nous et que j'avais eu la permission des maisons d'édition. Parce que les bibliothèques étaient fermées, hein, on était en confinement, donc j'étais un peu limitée. J'avais d'ailleurs une collègue que je vais saluer, Nicole Charles, qui m'a prêté beaucoup de livres pendant cette période. Ouais. Et puis, je lisais les livres et je me laissais un peu inspirer ou parler par les livres. Donc, je lisais le livre et s'il m'inspirait un endroit, un costume, un accessoire, une chanson, une activité, je le choisissais. Et puis, je lis toujours des livres quelques fois avant d'en faire l'animation pour sélectionner quelques mots de vocabulaire que je vais expliquer aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et je choisis aussi quelques endroits où je vais m'arrêter pendant la lecture pour leur poser des questions de compréhension ou de réaction pour essayer de les garder un peu engagés dans l'histoire. Oui. En fait, c'est ce que vous nommez là, c'est ce qui fait, je pense, moi, que ce sont des modèles, autant pour les parents que pour les enseignants. Je pense que ça peut les inspirer. Ces vidéos, elles sont accessibles sur votre chaîne YouTube, on l'a dit. Elles sont toujours visionnées en famille dans les classes. Est-ce que les enfants peuvent y avoir accès eux-mêmes? Oui. Justement, j'ai créé des cartes avec des codes QR où les enfants peuvent choisir le livre. Ensuite, ils ont juste à scanner le code QR. Ça les amène directement à l'heure du compte. Il y a plusieurs parents qui s'en servent. Il y a même des enseignantes qui s'en servent dans leur centre d'écoute en salle de classe. Il y a certaines écoles où pratiquement toutes les enseignantes l'utilisent. Puis quand je rentre dans ces écoles-là, dans le cadre de mon travail, là, je me sens comme une vraie vedette. C'est tellement drôle. Je me promène dans les corridors, les enfants me reconnaissent puis disent « C'est madame! » Comme une rockstar. C'est bon, hein? Oui. Les deux extraits qu'on a choisi d'écouter aujourd'hui proposent des livres qui sont publiés par la maison d'édition qui est bien de chez vous, Bouton d'or, Acadie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison d'édition? C'est une petite maison d'édition acadienne qui mérite vraiment d'être découverte. À chaque année, elle publie une dizaine de titres, des petits bijoux. Depuis 25 ans, ce sont des livres qui sont créés en Acadie, imprimés au Canada, qui se distinguent vraiment par son enracinement dans la culture acadienne, mais francophone. Je trouve que leurs œuvres sont vraiment audacieuses, diversifiées. Elles valorisent l'inclusion, l'accessibilité, le dialogue interculturel. Ils ont plus de 250 titres. Ils ont une collection vraiment particulière que j'aime beaucoup, qui est unique, je dirais, c'est la collection Wabanaki. Ce sont des livres trilingues, français, anglais et mi'kmaq. Ah oui. Donc, ils ont été faits avec la collaboration des Premières Nations. Tout récemment, ils ont sorti le dernier, c'est la petite robe rouge qui explique le symbole derrière les robes rouges pour les femmes autochtones portées disparues. Il y a celui aussi pour le chant d'honneur qui explique d'où vient cette chanson traditionnelle autochtone. Donc, vraiment, ils ont des livres qui méritent d'être découverts. D'être découverts, tout à fait. Martine Cadieux, vous êtes une passionnée des arts littéraires, de la danse, et vous contribuez de multiples manières à faire la promotion de la littératie, à faire rayonner la littérature jeunesse, tout particulièrement au Nouveau-Brunswick. Pourquoi ce choix, cette implication, cet engagement de votre part? C'est une bonne question. Je dirais que c'est... Je suis tombée dedans quand je suis née, comme on dirait. Dans la marmite, oui. Oui, dans la marmite. Moi, je viens d'une famille qui a toujours valorisé énormément l'éducation, la littératie, les arts et la culture. J'ai beaucoup d'artistes dans ma famille. Donc, c'est quelque chose qui était très, très présent dans ma famille proche, mais ma famille élargie aussi. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui m'amenaient au cinéma voir des films français, qui m'achetaient des livres aux fêtes, à Noël. Donc, c'était comme naturel. Nous, dans notre contexte scolaire minoritaire, on parle beaucoup de notre double mission, de la mission de construction identitaire. Oui. Parce qu'on est en milieu minoritaire. Mais ça, c'est un rôle qui, je pense, j'ai toujours eu, avec lequel j'avais beaucoup de facilité à porter ce rôle-là en salle de classe à l'école. Donc, je dirais que ça vient de là. C'est une continuité de mes racines. Bien, une continuité, puis en même temps, vous faites preuve de générosité parce que vous redonnez. Merci, Martine Cadieux, pour cet amour de la lecture que vous partagez avec toutes les personnes qui vous suivent, avec les enseignants que vous accompagnez. Merci pour ce que vous faites pour faire connaître et rayonner la littérature jeunesse dans la francophonie. Et merci beaucoup pour la rencontre d'aujourd'hui.
Merci à vous, Marie, pour Au l'invitation plaisir. et la belle discussion. Grand plaisir. Bonne lecture. Merci, à vous aussi. Je m'appelle Théo, j'ai 11 ans. Je lis beaucoup parce que je trouve que la lecture est une belle valeur et c'est le livre qui m'a appris à écrire. Je m'appelle Émile, j'ai 10 ans. J'aime lire des livres du genre fantastique ou de science-fiction parce que j'aime découvrir des choses qui ne sont pas dans la réalité. La chronique de Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Très, très heureuse de vous retrouver en studio et de retour au Québec. Rappelons que vous avez assuré avec Marie Barguirdian les balados « Raconte-moi une histoire » qu'on a diffusé ici à Imagez-moi à voix haute. Je vous présente Mathilde pour le bénéfice des auditeurs. Après des études littéraires, vous avez travaillé à la promotion de la littérature jeunesse chez Gallimard Diffusion. C'est là que vous avez rencontré Marie Barguirdian. Vous avez ensuite collaboré en collecte de fonds dans des organismes à but non lucratif. C'est en devenant maman que vous êtes revenue vers la littérature jeunesse. Vous avez alors travaillé en bibliothèque en tant qu'animatrice des heures du conte pour les bébés et leurs parents, ainsi que pour des jeunes enfants allophones. Vous vous êtes jointe avec beaucoup d'enthousiasme au projet de Marie Barguirdian. On a tous besoin d'histoire. En parallèle, vous avez suivi plusieurs formations autour de la littérature jeunesse, de l'éveil au livre et de médiation littéraire. Après 4 années à Lausanne, où vous avez collaboré dans une association nationale de promotion de la lecture et de la littérature, vous travaillez maintenant au Salon du livre de Montréal et vous avez accepté de prendre le relais de Marie B en assurant ici cette chronique, en nous proposant des sujets qui vont nous faire réfléchir, toujours en lien avec la lecture. Et aujourd'hui, vous nous parlez de notre rapport à la lecture et au récit. Merci Marie pour cette présentation et puis cette magnifique invitation. Je vais m'efforcer d'être à la hauteur de Marie Barguirdian qui, comme vous venez de le mentionner, m'a initiée à tout ce monde de la littérature jeunesse. Et puis, en réfléchissant justement à cette série de chroniques, j'ai voulu qu'on débute d'abord à réfléchir à notre rapport à la lecture, au livre et à l'écriture. Cet exercice, je l'ai fait moi-même lors d'une formation à l'éveil au livre en Suisse. Et la formatrice Nathalie Atlan demandait à chaque participante, à ce moment-là, c'était essentiellement des éducatrices du préscolaire, sauf moi, de se questionner sur notre rapport. Donc, c'était vraiment un moment pour nous de nous raconter, parler de notre contexte familial, s'il y avait dans nos maisonnées la présence du récit et voilà, parce que la réalité, c'est que l'entrée dans le monde des histoires se fait d'abord à la maison. Et je crois que cette réflexion autour de notre rapport à l'écrit est essentielle pour tous les médiateurs et médiatrices du livre, mais aussi pour les éducatrices, pour les enseignantes et même pour les parents. Ben oui. Parce que si on veut promouvoir la lecture et encore plus la lecture plaisir, on se doit d'abord de connaître notre propre rapport à la lecture et ensuite de se questionner au rapport que la personne a devant nous. Alors Marie, je vais me permettre de vous poser une question un peu personnelle. Quel est votre rapport à la lecture? Comment c'est fait? Est-ce qu'il y avait du récit en grandissant chez vous? Comment s'est passé l'apprentissage de la lecture? Ah, c'est une bonne question. Ça m'a fait beaucoup réfléchir de retourner là-dedans. Moi, ma mère était enseignante avant d'avoir les enfants. Puis moi, j'étais la plus vieille chez nous. Alors, les livres prenaient beaucoup de place, effectivement. Mais c'est drôle parce que le premier souvenir que j'ai de lecture, c'est pas un souvenir de lecture. C'est un souvenir d'écoute. On avait des disques à la maison. Et certains de ces disques étaient des histoires sur des compositeurs célèbres. Et je me souviens... J'avais un tourne-disque qui était au sous-sol. J'écoutais La vie de Mozart. Ah oui. Et je me souviens d'être montée dans la cuisine en courant et en pleurant, en disant à maman, Mozart est mort. C'était la fin du monde pour moi. Puis ça m'a ramené aussi en 3e année. J'ai apporté le livre. J'ai gagné un livre qui s'appelle Le songe d'une nuit d'été. Et je l'ai gagné. C'est la professeure qui me l'avait donné. C'est signé à moi. C'est écrit travail excellent, bonne humeur, conduite exemplaire. Et c'est mademoiselle Lise Larouche qui m'a donné ça en 1965. Je l'ai toujours gardé. Moi, j'ai appris facilement. J'ai eu cette chance-là. Et donc, et j'ai aussi la chance d'avoir des enfants qui ont appris facilement.
Alors, c'est un contexte un peu particulier. Mais justement, je rebondis sur ce que vous disiez sur le livre audio. Justement, ma question initiale, c'était la notion du récit et pas s'il y avait des livres. Parce que justement, il peut y avoir cet accès au livre, à l'écrit à travers les livres, mais aussi à travers les contes audio, les contes, les légendes et des histoires familiales. Oui. Oui. Et vous, Mathilde, comment vous définiriez votre rapport à la lecture? Moi, il a été un peu plus complexe et sinueux, je dirais. D'abord, j'ai baigné dans les livres. Ma mère, à l'époque, était libraire, donc il y avait des livres partout. Elle lisait constamment. Mais quand est venu le moment pour moi d'apprendre à lire, ça a été laborieux. Je pourrais même dire un peu douloureux. Ah oui? La dyslexie a freiné un petit peu abruptement mon enthousiasme que j'avais pour cet objet livre. Mais après, je me rappelle souvent devoir faire un effort surhumain pour décoder un mot et puis je passais des longs moments à décoder chacun des mots et quand finalement je réussissais à terminer de lire une phrase, j'avais rien compris. Non, c'est ça, il n'y avait pas de mémoire de ce qu'il y avait avant. Non. Donc ça a pris évidemment pas mal de temps, de l'effort, du travail... avec des professionnels, des programmes spéciaux à l'école, pour trouver une fluidité dans la lecture, mais aussi de retrouver un plaisir de lire. Mais on oublie de considérer ça quand on a appris facilement. C'est très précieux, ça, se mettre dans la posture de l'autre, observer, écouter, chercher à savoir... Quel est ce rapport? Oui, et j'invite vraiment tous les auditeurs à d'abord se questionner sur leur rapport à l'écrit, mais aussi lors d'une prochaine intervention que si vous êtes dans le milieu de l'éducation ou travaillez avec des familles, quand on essaie de promouvoir le livre ou même l'école généralement, de se questionner la personne qu'il y a devant nous, quelle a été sa relation à l'école, quelle est sa relation au livre. Et souvent, des fois, c'est tellement lourd et tellement complexe qu'on a du mal à pénétrer ou justement à dire l'importance du livre parce que ça a été tellement douloureux pour ces personnes-là. Oui. C'est essentiel. D'abord, moi, je voudrais vous remercier parce que ça prend du courage, de la confiance pour se confier. Et vous avez partagé ça avec nous. C'est très, très, très précieux. Alors, on a très, très hâte de vous retrouver dans un mois, le mois prochain. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, Mathilde. Je m'appelle Danick, j'ai 10 ans. J'aime lire parce que j'aime l'action et j'aime apprendre des choses sur l'informatique et les informations sur l'auteur et l'autrice. Je m'appelle Émile Henry, j'ai 11 ans. Le personnage qui me fait penser à moi, c'est Xavier Montenegro dans le livre Premier Trio parce qu'il est fan de hockey, il aime les Canadiens, puis son but c'est de jouer dans la Ligue nationale comme moi. Bref. D'autres idées de lecture ou de sorties littéraires sur le site de l'émission. On vous met tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Dimanche prochain, le 26 janvier, à Marie raconte, je lis Petit bonheur de Yo Zhang des éditions L'École des loisirs. Chaque année, la veille du Nouvel An chinois, la Fée de la Lune donne à tous les petits bonheurs le pouvoir magique de porter chance. Ensuite, tout brillant de douceur, ils s'envolent vers la terre pour y dispenser leurs bienfaits. Cette année, l'un d'eux, endormi, est arrivé en retard à la distribution. Mais qui va vouloir d'un petit bonheur dépourvu de magie? Une histoire réconfortante, comme une bonne soupe. On en écoute un extrait. Le petit renard, lui, ébahi, lève les pattes de surprise et dit « Incroyable! Tu as réussi à extraire le parfum de la soupe! » Waouh! C'est vrai ça! Du bol de soupe s'échappe un ruban blanc et jaune or qui s'élève et s'en va jusque dans les mains du petit bonheur qui le tire de toutes ses forces en souriant lui aussi. Je me demande bien ce qu'il va faire avec ça.
samedi 25 janvier, de 10h30 à 11h30, il y aura un atelier de stimulation du langage pour les enfants de 1 à 4 ans à la bibliothèque du Plateau Mont-Royal au 465 Mont-Royal-Est. L'atelier est offert par l'Académie Diderot et favorisera l'éveil au langage à travers des activités interactives, amusantes et éducatives. C'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Vous trouverez le lien sur notre site. Toujours samedi 25 janvier, de 14h à 16h, c'est un atelier d'éveil à la lecture qui s'appelle « Quand le livre rencontre les tout-petits » et qui sera offert par les professionnels de la Maison Buissonnière à la bibliothèque Mordecai-Richler au 5434 Avenue du Parc. Parce qu'un livre peut s'ouvrir dès la naissance, bien avant le langage, des professionnels de la petite enfance proposent ici donc un temps d'accueil parents-enfants autour de livres adaptés aux jeunes enfants de 4 ans et moins. C'est gratuit, encore une fois, et ici, l'entrée est libre. Sur le site de l'émission, vous trouverez le numéro de téléphone et le lien pour l'inscription. C'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs, les créatrices Marie-Louise Gay et Carole Tremblay, Guillaume Demers pour la tribune littéraire de grandes personnes, Martine Cadieux du Nouveau-Brunswick, Mathilde Routy pour sa chronique, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. On vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve dans 2 semaines.